Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de regarder DBS. Merci d'honorer cet autre rendez-vous consacré à l'élection présidentielle de dimanche prochain. Nous sommes à Jouji-4 sur le terrain comme d'habitude. Les équipes, les différents partis politiques sont, n'est-ce pas, sur le terrain en train de battre campagne et sollicitent le suffrage des potentiels électeurs. Bien évidemment, on va vous faire un briefing du déploiement des différentes équipes sur le terrain. Il s'agit déjà de Akeremuna qui se trouve en ce moment dans le département de la Benue. Également, dans le département de la Benue se trouve le candidat du PURS qui en ce moment également est dans le département de la Benue. Du côté de l'Ouest Cameroun, en ce moment précis, il y a Maurice Kamto qui a mené une campagne qui est sur le terrain depuis hier à l'ouest du Cameroun. Il était hier à Bafoussam. Aujourd'hui, il était à Tchang. Selon les informations que nous avons, il fait foule. Également, du côté de aussi Joshua, lui également se trouve dans le nord, tout comme le candidat Ndifor Franklin, qui lui se trouve à l'extrême nord du Cameroun. Toutes ces informations seront complétées certainement par notre ami Bonaventure Até. Et comme nous vous le disons, une élection, c'est d'abord la paix. L'élection présidentielle constitue l'un des moments délicats dans la vie d'une nation. À travers donc le bulletin de vote, le citoyen exprime son mécontentement ou tout simplement son approbation par rapport au régime en place. Ceci permet d'éviter ce qu'on appelle l'expression de la rue ou tout simplement la violence. L'élection permet donc d'éviter ou de prévenir toute crise sociale. C'est d'ailleurs pourquoi le célèbre sociologue Pierre Bréchon a affirmé qu'à travers le vote, comme celui que nous aurons dimanche prochain, le langage des urnes remplace progressivement le langage des armes. Le Cameroun a rendez-vous donc avec l'élection présidentielle le dimanche prochain. Il est temps pour nous de poser les jalons pour que ce jour, qui pourrait être historique, ne se transforme pas tout simplement en chaos ou alors en un boulevard du chaos ou une déflagration de forte amplitude aux conséquences inimaginables. La situation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest sont suffisamment interpellatrices pour les uns et bon pour les autres. Vous l'avez compris, ce soir, nous parlerons essentiellement de la paix pendant et surtout après le scrutin du 7 octobre prochain. Comprenez donc après la proclamation des résultats. Alors pour préparer ce programme, ça n'a pas été facile parce que nous sommes entrés en contact avec certains partis politiques. Tous sont sur le terrain et on a même dû arracher Aïdjo, ici président de l'Union démocratique du Cameroun, qui lui était en campagne électorale ici même à Douala, précisément à Vouri 2, je crois bien, à Vouri 2 et Vouri 1 et Vouri 2, à Douala 1er et à Douala 2e précisément. Lui, il a tout de même tenu à honorer ce rendez-vous. Et il y a également la société civile qui se retrouve du côté de Yaoundé en ce moment. Il paraît qu'il y a une grande rencontre de la société civile le 5 octobre prochain du côté du palais de congrès de Yaoundé. Ils vont certainement parler de la paix. Également est annoncé pour vendredi le 5 octobre prochain la descente sur le terrain du chef de l'État à Buea. C'est encore l'information que nous avons reçue cet après-midi. Cette descente à Buea était prévue pour la journée d'hier. Elle se fera vendredi le 5 octobre prochain. Alors, pas toujours évident donc d'avoir les hommes politiques en ce moment, mais nous avons pu en avoir un. Également, les hommes de Dieu sont attendus sur ce plateau. Eux aussi, ils vont certainement apporter leur contribution à cet échange. Alors, je dirais déjà à Christian Eyoum, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes un observateur de la scène politique nationale, enseignant de formation. Bonsoir et merci d'être venu. Oui, bonsoir Hervé Mkouri. Déjà, je suis ravi d'être invité sur votre charmant plateau et j'ai dit également bonsoir aux autres co-panélistes. Ok. Également sur ce plateau, je vous parlais d'Aïdjo. Lui, il est cadre à l'Union démocratique du Cameroun. Bonsoir, monsieur Aïdjo.
Bonsoir M. Moukouri, merci pour l'invitation. Bonsoir aux copanélistes et permettez que je dise un salut particulier aux téléspectateurs très nombreux de la DBS. Et encore une fois, merci pour l'invitation. Oh, il n'y a pas de quoi, c'est plutôt nous qui devons, au regard des sollicitations que vous avez en ce moment. Également, Bonaventure Athé, lui, il est avec nous ce soir pour nous faire et pour nous accompagner en langue anglaise. Il va nous dresser également le bilan des activités des hommes politiques au cours de cette journée et nous programmer la journée de demain. Alors, il y a une question qui revient sans sur toutes les lèvres depuis hier. On va le voir à l'image. Hier, c'était Madame Damjoya qui était sur le terrain de l'UDC. Elle était sur le terrain. Les techniciens vont certainement nous montrer des images de Madame Damjoya sur le terrain à Bafoussam hier. Et aujourd'hui, c'était vous qui étiez sur le terrain à Douala premier et à Douala deuxième. Alors, mais il y a une chose qui revient sur, une question qui revient sur toutes les lèvres. Où est passé le président de l'UDC? Hervé Moukouri, l'élection présidentielle est un moment très important. C'est pour ça qu'on parle d'élection majeure. L'UDC est en train d'aller à sa 4e participation. Et dans votre propos liminaire, il est apparu clairement que l'élection de 2018 se tient dans un contexte particulier. Elle est différente de toutes les autres élections. Et en tant que journaliste, vous êtes mieux placé que tous les autres citoyens pour savoir qu'en janvier 2018, lorsque le docteur Adamou Damjoya a présenté les vœux à la presse à Yaoundé, il a dit clairement que pour l'UDC, il n'était pas question qu'on organise une élection en 2018. Parce qu'une élection n'est pas au-dessus de la paix. Parce que les Camerounais meurent. Parce que les Camerounais sont dans une situation traumatisante. Et que les élections n'étaient pas au-dessus de la paix. On lui a rétorqué que la Constitution ne le permettait pas. Mais vous comprenez que ce sont des arguments politiciens dans la mesure où on a modifié la Constitution pour moins que cela. Il n'était donc pas question qu'on organisât des élections sur les cadavres des Camerounais. C'est pour cela qu'à l'Union démocratique du Cameroun, nous disons que l'enjeu du Cameroun est moins l'issue du 7 octobre que la pacification du Cameroun. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, de tous les candidats, il y en a beaucoup qui ont présenté leur programme, leur projet de société. Il y en a beaucoup qui ont dit qu'ils allaient faire campagne dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et vous voyez très bien comment ça s'est passé, que personne n'a pu faire cette campagne là-bas. Même le parti au pouvoir dans ces deux régions. En crise. En crise. Même le parti au pouvoir qui s'y aventurait a été obligé de se retrouver dans une salle. Et tout le monde connaît le dispositif sécuritaire déployé pour leur permettre de pouvoir échanger. Absolument. Donc, à l'UDC, nous avons donc dit qu'il faut reporter toutes les élections. Nous l'avons dit clairement dans le cadre d'une conférence de presse. Nous l'avons dit clairement dans le cadre du communiqué et la lettre que nous avons adressée au gouvernement pour leur dire qu'il faut organiser un dialogue inclusif, un dialogue national inclusif, de manière que tous les Camerounais se réconcilient d'abord chacun avec lui-même, chacun avec son prochain, et que les Camerounais se réconcilient avec leur pays et leur histoire. On a reporté les élections de proximité. On a maintenu l'élection présidentielle pour des raisons pour nous qui sont politiciens. Nous avons dit, nous sommes un parti républicain et nous avons vocation à participer aux élections. Et depuis que nous avons déposé notre candidature, nous prenons le temps de passer dans les 10 régions pour expliquer l'enjeu de ces élections auprès de nos militants qui doivent les répercuter dans leur environnement immédiat. Maintenant, vous posez la question de savoir pourquoi le docteur Adamou Damjoya ne se déploie pas sur le terrain. Je dois vous dire, si vous permettez, 2 choses. Absolument. Premièrement, en ce qui concerne le programme politique de l'UDC. On va en parler, non? On va parler. L'autre préoccupation, c'est d'abord l'absence d'Adamou Damjoya. L'absence d'Adamou Damjoya, la campagne n'est pas encore terminée. Mais Adamou Damjoya a dit que l'urgence
c'est de prier pour que le Cameroun soit en paix. Nous devons prier pour que Dieu préserve le Cameroun de tout ce que vous avez dit. Parce que nous ne sommes pas en crise, on est en guerre. Et je vous dis que si ça continue comme ça, si ça continue avec l'arrogance du pouvoir, vous allez voir que la situation que nous vivons en ce moment va s'empirer. Parce que il n'y a pas de dialogue véritable, de dialogue politique au Cameroun. La crise que nous vivons aujourd'hui est une crise politique. Donc, attendez au moins le samedi pour me poser la question, pourquoi est-ce que si le docteur Ndamou Damja ne cessera pas présenté au candidat. Ça laisse libre cours à certaines rumeurs. Nous sommes en direct, on est obligé de jouer les directs. Vous allez venir, Monseigneur André Jules Libam. On va le faire comme ça en direct. Voilà, installez-vous. Merci bien d'être venu à ce rendez-vous. Et quand vous arrivez, je vais vraiment vous accueillir à chaud, n'est-ce pas? Est-ce que je vous vois très souvent sur les réseaux sociaux. Quand vous regardez un peu, vous lisez ce qui se passe, quel sentiment vous avez? Voilà, je salue d'abord tous les panélistes avec les embouteillages qui m'ont pris de court parce que je devais être là à l'heure. Non, je vous sais assez ponctuel, donc si vous êtes arrivé, je vous le conseille. Je salue les panélistes qui sont déjà là et surtout je souhaite une très très bonne campagne à tous les candidats. Moi je suis apolitique. Absolument. Mais tel que je vois la situation, elle est... je pense que c'est une plaque tournante pour le Cameroun pour un avenir meilleur. Par rapport à tout ce que je vois, je pense que les choses vont quand même dans de très bonnes conditions, malgré la peur qui s'impose dans les réseaux sociaux, parce qu'on ne devrait pas, moi j'interpelle seulement les Camerounais, de ne pas devoir toujours écouter ce qui vient des réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux ne donnent pas la bonne information. Absolument. Mais les informations qui y sont des informations assez dangereuses pour la population camerounaise. Alors, je vais vous retorquer pour vous poser la même question. Lorsque vous parcourez les réseaux sociaux, Christian Youm, animés par des textes, n'ayons pas peur des mots, tribalistes, des messages ethnofascistes, comme on le dit, à caractère haineux, vous vous dites, au lendemain des élections, on peut connaître le pire? Ou vous dites, non, ce n'est que un mauvais vent? Oui, c'est comme le disait tout à l'heure Monseigneur, les réseaux sociaux ne sont pas, c'est pas une source d'information. Parce que c'est facile que chacun reste derrière son clavier, écrive n'importe quoi. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est comme si les Camerounais, aujourd'hui, en matière d'information, ils ne veulent plus lire. Ils ne veulent plus passer par des canaux, des canaux classiques d'information que sont des médias tels que les radios, la presse. Aujourd'hui, avec l'information facile, c'est facile de rester, regarder, c'est pas quoi, surfer sur Internet, sur Facebook ou bien sur, comment on appelle ça, sur WhatsApp, avoir une information, Twitter, avoir une information facile. Mais lorsqu'on regarde aujourd'hui la scène politique ou bien le Cameroun dans sa globalité, n'ayons pas quand même peur de dire que c'est comme si le tribalisme est dans nos mœurs, même si moi je suis contre. C'est parce que certains estiment que le régime en place a en quelque sorte encouragé le tribalisme. Mais c'est pour ça que vous verrez, je prends le cas par exemple de, comment on appelle ça, l'incidence qui s'est passée avec le monument de Oumniobé, la prison. Oumniobé qui était en chantier. Vous avez vu comment certaines personnes ont réagi. D'autres étaient contre le Douala, d'autres étaient contre les Bassins. Ou bien, du moins, s'il y avait une façon, on a essayé on a instrumentalisé, on voulait un peu instrumentaliser deux tribus qui, d'habitude, vivent sur la même... sur la même longueur d'onde, donc il n'y a jamais eu de problème. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, on doit vraiment s'inquiéter de ce qui peut arriver. Parce que généralement, lorsque je regarde sur la scène politique, en ce qui concerne par exemple les partis politiques, c'est comme si à un certain moment, lorsqu'on parle d'un parti politique, on parle de tel, on veut forcément accoler ce parti politique à une région bien précise. Mais moi, je me dis quand même qu'en ce qui concerne une élection, bien la vie
d'une nation, on ne badine pas. On ne devrait pas construire un pays sur la base ethnique, parce qu'il y a quand même ce qu'on appelle l'intérêt supérieur, qui est l'État. Ça veut dire qu'on devait quand même outrepasser les clivages ethniques. Tout à fait. Alors, je vais revenir à vous. Quand on parlait, avant même de revenir à vous, je vais demander aux techniciens de montrer les parutions, les journaux de ce jour, pour qu'on puisse, les regarder, les titres des journaux de ce matin. Tu nous les présentes, s'il te plaît, les journaux. Voilà. Vous voyez un peu le titre de ce matin, Kamto prépare une révolte populaire. Alors, ça, c'est Repère qui le dit ce matin. Alors, passe un autre journal, s'il te plaît. Voilà. L'autre, une insurrection populaire en préparation. Que cache l'alliance Kamto et Valsero. Ça, c'est le deuxième journal. Et le troisième journal, qui est Alerte rouge, comment il planifie la déstabilisation du Cameroun. On a donc 3 journaux. Alors, je vais vous demander d'avoir une réaction à vous. Déjà, monsieur Ahidjo, votre réaction, quand vous voyez ces 3 titres qui donnent un peu la sueur froide. C'est comme si on essayait de tirer déjà, de dessiner le diable au mur, là. En ce qui concerne l'Union démocratique du Cameroun, si vous m'avez bien suivi, très très bien, vous devez comprendre, en suivant la trajectoire politique et même intellectuelle, et même en ce qui concerne d'autres activités du docteur Adamou Damdjia, vous devez comprendre que lui, il ne veut pas être chef de l'État par tous les moyens. Bon, attendez, je vais réagir. Je vais vous relancer en vous demandant, est-ce que lui, il prône la paix, c'est pas aujourd'hui, c'est depuis belle lurette. Bien sûr. Est-ce que vous avez l'impression que c'est une épée dans l'eau qu'il a eu à faire? C'est dommage parce que la violence s'est installée dans nos mœurs. Quand tous ceux qui m'ont précédé le disent, je vous assure que regardez les relations du Camerounais aujourd'hui avec son voisin. Regardez les relations des Camerounais dans la rue. Regardez, nous avons intériorisé, nous sommes en train d'assimiler la culture de la violence. Et c'est un problème. C'est un problème. Aujourd'hui, la tolérance est devenue une denrée rare. Absolument. C'est pour cela que nous disons qu'il faut guérir le Cameroun. Il faut guérir le Cameroun. Le Cameroun a des problèmes de mœurs. Les Camerounais ne sont plus tolérants entre eux. Les Camerounais ne sont plus prêts à pardonner. Alors que l'UDC a toujours dit que la faiblesse de la force, la faiblesse de la violence, c'est de ne penser que c'est le seul moyen pour pouvoir régler les problèmes. Et même la violence d'État, ce n'est pas bien. Il faut instaurer une culture systématique de dialogue. Et puis, celui qui pardonne à son prochain, celui qui est tolérant vis-à-vis de son prochain, fait preuve de force. Ce n'est pas une faiblesse en soi. Parce que, par nature, vous savez que l'être humain est dualiste. C'est-à-dire que l'être humain est fait de générosité et d'égoïsme. L'être humain est fait de mal et de bien. Et puis, c'est facile d'être égoïste que d'être tolérant, que d'être généreux. Donc, il faut faire un effort. C'est pour ça que nous parlons de la nouvelle éthique. La nouvelle éthique veut dire qu'il faut sortir de la logique de l'homme situé. Il faut ne faire jamais à ton prochain ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Il faut aimer ton prochain comme toi-même. Là, je le dis, peut-être que j'emprunte le langage de l'homme de Dieu qui est à côté de moi, parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, et ça, c'est le problème du paradigme que nous avons changé. Aujourd'hui, tout est, la valeur cardinale en société, aujourd'hui, c'est l'argent. On fait tout pour l'argent. Je suis désolé, mon frère ou mon seigneur, l'argent est en train de vouloir remplacer Dieu sur terre. L'argent est partout, même dans les églises, dans les mosquées. L'argent est devenu la valeur centrale. On tue pour l'argent, on ment pour l'argent, on fait tout pour l'argent. C'est pour ça que vous voyez, il y a tous ces problèmes. Donc, nous devons rentrer en arrière et puis changer de paradigme. Comprendre que l'être humain est au-dessus de tout. C'est pour ça que nous ne pouvons pas nous reconnaître par rapport à ces titres. Et je vous ai dit que lorsque nous allons aux élections, nous avons vu cela venir. Et lorsque on va rentrer dans le programme, vous allez comprendre que les problèmes anglophones, l'UDC a 2 solutions à apporter. Il a 2 éléments essentiels. Si on n'aborde pas à travers ces éléments, on ne réglera jamais ces problèmes. Le premier élément, c'est de savoir d'où vient ce problème, la genèse de ces problèmes.
Parce que si vous n'arrivez pas à comprendre la genèse, vous allez faire tout faux. Et le deuxième élément, c'est de tout faire, puisque la crise est déjà là. Il faut tout faire pour que cela n'arrive plus jamais. Pour que cela n'arrive plus jamais, il faut mettre les Camerounais ensemble, les mobiliser autour de ce qui les unisse. Tout à l'heure, il parlait de tribalisme. Il faut tout faire pour élaguer ce qui nous différencie. Parce que nous, on a grandi dans ce Cameroun comme ça. On ne savait pas qui on a fait l'internat. On n'avait pas besoin de savoir de quelle tribu vous venez, de quelle famille vous appartenez. Il y avait un brassage à l'intérieur. On connaissait que les personnes, les individus. Mais ça s'est cristallisé à cause de la crise des valeurs. Tout à fait. Qui a eu cours pendant plusieurs années. D'accord. Alors, Monseigneur André Jules Liban, une réaction après la lecture, enfin, après avoir vu les unes de ces 3 journaux, juste un regard d'homme de Dieu. Non, moi je pense que c'est d'abord la première guerre médiatique qui provient de la désolation camerounaise, parce que vraiment, il y a déjà une désolation qui est là. C'est-à-dire, on comprend que le Cameroun n'est plus le Cameroun d'hier, puisque la moralité n'est plus enseignée, l'éthique n'est pas enseignée, et comme le disait le frère maintenant, l'amour du prochain n'existe plus. Chacun fait des choses selon son intérêt. Maintenant, pour participer à sa gloire infinie de tout un chacun, chacun peut dire ce qu'il pense, et chacun peut vibrer de sa manière pour pouvoir détruire son prochain et entrer dans la scène politique. Moi, en tant que prélat, je ne parlerai pas de la politique, parce que moi je dis tout ce qui est politique est faux. Tout ce qui est politique est faux. Parce que dans le Seigneur, il n'existe pas la politique. La Bible nous dit que si ton prochain te fait du mal, interpelle-le. Dis-lui que tu m'as offensé. Mais dans la politique, ce n'est pas ça. Dans la politique, on cherche le gain. Dans la politique, le langage est tordu parce qu'on veut gagner quelque chose. Alors, moi, je n'aime pas trop écouter le langage politicien. Et maintenant, le message qui a été traduit par des journalistes. On ne maîtrise pas les émotions des journalistes aussi. Parce qu'aujourd'hui, même dans le clan des journalistes, il y a des politiciens dans le journalisme. Parce que moi, je regarde la télévision et je vois des journalistes qui prennent le parti des autres. Et pourtant, moi, je ne pense pas que dans la formation journalistique, ça devrait exister, non. Mais, alors, chacun peut penser ce qu'il pense. Moi, je pense que ce qu'il faut au Cameroun aujourd'hui, c'est la prière profonde pour que le Camerounais revienne à la ressource. Now, Monsignor, how can the church come in to play the role of the mediator between the government and all those involved in the political process to ensure that peace reigns in this process? Because you've seen the press on the one hand trying to do some propaganda, other politicians and supporters of the candidates on their own part, they are trying to equally do some propaganda, doing fake information and all the like, and this causes a lot of tension. How can the church contribute to ensure that this electoral process is hitch-free? Je pense que l'Église fait toujours son travail. Et pour ceux qui sont dans les églises, qui partent à l'église, ils reçoivent le message ecclésial. Moi, à chaque fin de la messe, je parle un peu, j'essaie d'attirer les Camerounais de ne pas entrer dans ce système, de veiller à ce que la paix règne au Cameroun. Je vais vous dire que l'Église fait son travail. Et dernièrement, j'ai reproché certains hommes de Dieu dans l'affaire de Bamenda. La conférence. Voilà, dans l'affaire de Bamenda. Le rôle des serviteurs de Dieu, ce n'est pas de tirer. Le rôle des serviteurs de Dieu, c'est d'enseigner. Le rôle des serviteurs de Dieu, ce n'est non plus de juger. Jésus dit, je ne suis pas venu juger le monde. Parce que nous ne sommes pas là pour juger. Et maintenant, la Bible nous oblige à prier pour le pouvoir en place. Aucun homme de Dieu ne peut prendre la décision de ne pas prier pour le pouvoir en place. Pourquoi? Parce que c'est ça. Parce que nous devons respecter cela. Parce que nous devons respecter cela. Et nous n'avons pas de préjugés par rapport à quoi que ce soit. Et que ce soit son Excellence Paul Biya, qui n'est pas là aujourd'hui et qui est un autre, l'Église va prier pour celui-là. Pour celui-là, tout à fait. Voilà. Et prenez pour la paix. D'accord. Bon, avant de relancer donc Christian... Je crois que s'agissant de l'Église, pour revenir à votre question, il y a 3 choses qu'il faut dissocier. Il faut dissocier l'institution cléricale, l'institution des acteurs responsables de l'Église, qui sont des personnes comme nous, qui ont leurs faiblesses. Et dissocier aussi la foi
Parce que la foi est pure. Dieu est pur. Mais maintenant, quand vous allez voir, qu'est-ce qui fait la différence entre l'église catholique et l'église protestante et la mosquée, si je puis m'exprimer ainsi, c'est parce que ce sont des institutions. Mais en fait, c'est le même Dieu compris. Donc, il faut faire la différence entre les règlements de l'institution, le fonctionnement des institutions, qui peuvent être biaisés, qui peuvent avoir, disons, qui ont des dispositions qui ne sont toujours pas compatibles parce que peut-être il y a des intérêts. Vous comprenez? Mais maintenant, les personnes qui sont chargées de transmettre le message de Dieu, qui sont des êtres humains comme vous et moi. Et maintenant, la foi, elle est pure. La foi, quand vous croyez en Dieu, vous ne pouvez pas faire du mal à votre prochain. Et je voulais dire à Monseigneur que quand il parlait de politique, c'est là où je voulais réagir. Quand il disait que la politique est une mauvaise chose, de manière absolue. Moi, je dis non. Le rôle de l'homme politique, c'est quoi? C'est de rendre les citoyens heureux et vertueux. C'est comme ça à l'UDC, nous disons. D'abord vertueux, en leur apprenant la morale, en leur apprenant les bonnes mœurs. Et une fois que vous êtes au pouvoir, vous avez maintenant le devoir de les rendre heureux. Mais maintenant, quand les gens, les hommes politiques, et c'est la même chose pour l'Église, quand les hommes politiques maintenant dévoient, quand ils pratiquent la politique de manière dévoyée, ce n'est plus la politique. Absolument. Vous comprenez? C'est ce que je voulais dire. D'accord. Alors, jusqu'ici, pour revenir à la paix, parce qu'on tourne autour de la paix, jusqu'ici, on assiste à une campagne électorale, à ma connaissance, pacifique, parce que je suis ça de très très près, et je crois que vous aussi. Est-on en droit d'espérer que jusqu'à la proclamation des résultats, les choses peuvent continuer de la sorte? Oui, ça laisse présager une suite meilleure jusqu'à l'issue. C'est vraiment une question difficile dans ce sens que lorsque nous regardons l'environnement politique et lorsque nous regardons le processus électoral, parce qu'avant même de parler de la paix, après les élections, est-ce que le contexte dans lequel se déroulent ces élections, les conditions sont vraiment remplies? Parce que tout à l'heure, le représentant de l'UDC, M. Aïdjo, a parlé de pacifier le pays. Oui, je comprends. Mais moi, je peux dire que le contexte dans lequel nous situons actuellement, le président Biya avait à peu près une épée et Damoclès sur sa tête. Dans le sens que, premièrement, qu'est-ce qu'il fallait faire? Fallait-il aller aux élections, oui ou pas? Si il disait que non, il faut reporter les élections parce que le pays n'est pas pacifié, on devait dire qu'il profite de la situation pour s'accaparer du pouvoir. Bon, maintenant qu'il décide d'aller aux élections en respectant la Constitution, certains disent que non, il profite de la situation parce que donc, on voit que c'est difficile. Mais moi, je crois quand même que si vraiment ces différents acteurs politiques également sont comment je peux dire ça, sérieux. Parce que tout à l'heure, Monseigneur a parlé de la politique, que les politiciens sont, qu'est-ce qu'il a dit? Il a utilisé un thème tout à l'heure, qu'ils ne sont pas, il faut dire que quoi, les politiciens ne sont pas sincères, pour dire la vérité. Parce qu'on a vu cette navigation où les gens partent qui hier ont pris position contre le régime en place. Aujourd'hui, c'est dans ce même régime pour dire qu'ils sont en train de se tromper. Mais pour dire la vérité, les politiciens ne sont pas vraiment sincères. Ils ont toujours les calculs que nous autres, on peut ignorer. Ouais. Et pour donc dire que quoi, lorsqu'on regarde les conditions dans les circonstances dans lesquelles se déroulent ces élections, on se rend compte que... Il y a lieu de s'inquiéter? Oui, il y a lieu de s'inquiéter. Parce que certains partent aux élections pour remplir peut-être les formalités. D'autres estiment que le code électoral n'est pas satisfaisant pour tout le monde. Parce que, est-ce que le régime... On crée la fraude. C'est pour ça que je dis que est-ce que les conditions sont remplies? Tel qu'on voit là... Bon, est-ce qu'on n'a pas déjà traversé cette étape de conditions à remplir ou pas? Maintenant, oui, c'est à nous, c'est au peuple de prendre son destin. C'est au peuple de prendre son destin. Mais n'oublions pas qu'à un certain moment, on se pose la question, est-ce que l'opposition est capable d'accepter les résultats des urnes? Et est-ce que le régime également en place est capable d'accepter les résultats des urnes? Bon, là il se pose des questions. C'est là la question. Mais je crois quand même qu'on devrait mettre en avant l'intérêt commun. La République d'abord. Le reste peut arriver après. Donc, pour le moment, le plus important, c'est de préserver la paix. Quelle place occupe la paix chez vous à l'UDC,
Oui, dans votre permettez, projet. avant de répondre à votre question, je suis le seul politicien Politique, politique tout sur à le fait. plateau. Je suis obligé de défendre, de Bien parler sûr. pour mes confrères. En fait, je suis un peu gêné quand on dit de manière péremptoire que les politiciens ne sont pas bien, la politique c'est une mauvaise chose. Vous savez, encore une fois, nous sommes des êtres humains. Il y a la fonction de l'homme politique. Il y a la vocation de l'homme politique. Vous êtes enseignant. Oui. Vous n'allez pas me dire que dans le corps enseignant, il n'y a pas les brebis galeuses. Mais ce n'est pas tous les enseignants qui sont mauvais. Vous êtes journaliste. Vous n'allez pas me dire que tous les journalistes sont bien ou tous les journalistes sont mauvais. Il y a des journalistes qui sont journalistes le jour et font la politique politicienne la nuit. Donc, ceux-là sont des brebis galeuses. Monseigneur a dit tout à l'heure qu'il y avait des journalistes, on les voyait sur le plateau, ils prenaient carrément fait et cause pour certains candidats, ce qui n'est pas bon, ce qui ne colle pas avec la vocation de journaliste. Même dans l'église, j'ai dit tout à l'heure, vous voyez, ce n'est un secret pour personne que l'église évangélique est aujourd'hui au tribunal. Vous comprenez? Ce n'était jamais arrivé. Donc, encore une fois, au sein de la classe politique, il y a des politiciens qui font des efforts, parce que nous sommes des êtres humains, qui font des efforts d'être des hommes bien. Pas seulement en tant que politicien, mais en tant qu'être humain. Parce que être un homme bien, c'est quoi? C'est le respect de la parole donnée. C'est le respect de la parole donnée. C'est d'abord ça qui est fondamental. Et c'est ce qui mine, moi, je peux vous le dire, avec 26 ans d'expérience, que c'est ce qui a toujours miné l'échiquier politique. Parce que tout à l'heure, ce que vous avez dit, c'est ça. Les gens ne respectent pas la parole donnée. Et les gens, généralement, quand vous discutez avec eux, ils ne sont pas sincères. La recherche effrénée du gain. La recherche effrénée, les gens pensent que la politique est le raccourci pour s'enrichir. Il y a certains qui le pensent. Vous comprenez? Mais malheureusement, ce n'est pas tout le monde. Et encore une fois, notre démocratie, petit à petit, le peuple, parce qu'en politique, tout ce que vous faites, ça dit que ça vous poursuit. Comment est-ce que vous avez fait pour savoir qu'il y a des gens hier qui avaient une certaine posture et subitement, contre toute attente, ils ont changé de posture? Mais ça les rattrape. Ça, ils font n'importe comment. Vous avez déjà ça dans l'esprit. Donc, c'est pour cela qu'il faut faire des efforts pour, quel que soit ce que vous faites comme métier, faites-le bien et faites-le sincèrement. C'est ce que je vais dire. Maintenant, je ne sais plus votre question. La question, c'était la place qu'occupe la paix dans votre projet politique. Dans le projet politique de l'UDC, la paix est au centre de nos préoccupations. Parce que tout ce que nous faisons, nous le faisons, nous mettons l'homme au centre de nos préoccupations. C'est pour cela que vous allez voir à l'UDC, nous avons une certaine façon de faire. Même le programme politique, vous connaissez bien les journées républicaines de réflexion de l'UDC, les JRRE. C'est depuis 2013 que l'UDC consciente, le docteur Adamou Damdja consciente que le cadre purement partisan de l'UDC ne peut pas refléter l'opinion du Cameroun. Parce que les Camerounais qui ne font pas la politique, c'est-à-dire qui ne sont dans aucun parti politique, sont plus nombreux que tous les militants de tous les partis réunis. Et ils n'ont pas la science infuse. C'est pour cela qu'en 2013, nous avons créé un concept qu'on a appelé les journées républicaines de réflexion et des échanges. Il s'agissait de quoi? Il s'agissait de prendre les 3 principales catégories d'acteurs que sont les médias, la société civile et les hommes politiques, pas seulement de l'UDC, même du RDPC. On a même pris les cas du RDPC. Et tous les mois, on se retrouve pour prendre un sujet d'intérêt national, on échange. On dit, vous, de votre parti, qu'est-ce que vous en pensez par rapport au sujet? Que ce soit l'APE, que ce soit la monnaie, que ce soit la paix, que ce soit la jeunesse, que ce soit la culture, que ce soit le sport. On dit, bon, par rapport à ce thème, voilà le problème que le Cameroun a. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils échangent. Ceux des médias, ils viennent, ils échangent, pas pour couvrir, mais en tant que panélistes. Absolument. Et tout ça autour du docteur Adam. Tous les mois, depuis 2013, je peux vous dire que Elie Milobe est passé pour l'opposition, Célestin Djamé est passé, Yimko est passé, Vincent Onana de l'UPC est passé, et beaucoup d'autres leaders de l'opposition. Du RDPC, le professeur Mono Djana est passé, Ateba Yene est passé, Hervé Emmanuel Komé est passé, le professeur Messanga Nyamdi est passé, je peux encore dire que Cabral Libi qui est candidat là est passé. Vous comprenez? Dans les journées républicaines. Et c'est à base de tout cela, puisque tout est enregistré, qu'avec nos recherches internes, nous avons pu tout compiler. Les Dieudonné et Somba et tout ça, lorsqu'il s'agissait de la monnaie, les Mathias, Eric Owonan Guinée sont passés pour essayer de donner leur approche des problèmes du Cameroun. C'est à base de tout cela, avec nos recherches internes, que nous avons pu sortir notre programme de société qui est là, décliné en 22 thématiques. Ça, c'est la première chose. Maintenant, la deuxième chose, l'UDC dit que tout à l'heure, vous avez parlé de un peu la situation ambiguë dans laquelle on s'est retrouvé en 2018
à savoir, fallait-il partir ou fallait-il ne pas partir. Je dois vous dire, nous sommes respectueux des institutions. Nous avons un problème avec le système. Pour nous, il faut améliorer surtout sur le plan des institutions. Il faut une réforme profonde institutionnelle. Mais en même temps, nous disons que lorsque vous êtes contre un système, mettez-vous à sa place. C'est-à-dire que vous faites tout comme si vous étiez à sa place. C'est-à-dire c'est ça un homme d'État. En 2008, on a modifié la Constitution pour moins que ça. Donc, il y a des mécanismes de la Constitution qui prévoient la réforme constitutionnelle. Donc, quand on a un problème comme celui-ci, où 2 régions carrément sont en guerre, sont en marche, vous comprenez, on ne peut pas trouver un prétexte pour ne pas modifier la Constitution et proroger les élections. Et maintenant, pour chuter, je vais vous dire, nous tous, nous parlons d'un Cameroun uni dans la diversité. On dit le Cameroun est un indivisible, c'est bien. Mais maintenant, si à l'issue de ces élections, on n'arrive pas à voter dans les 2 régions, c'est nous qui aurons donné l'argument à ceux qui veulent la sécession. Pour dire qu'on est 10 régions, mais il y a eu élection que dans 8 régions. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, mais, absolument. Oui, mais sans toutefois couper la parole à M. Aïdjo, parce que c'est pour ça que je parlais de la sincérité. Ça veut dire que est-ce que les politiciens sont vraiment sincères? Parce que à mon humble avis, moi je crois. Si. Lorsque vous avez dit que le président Biya décide d'aller aux élections, alors que le pays n'est pas pacifié. Si vraiment l'UDC, pour pas le cas de l'UDC, qui n'est pas vraiment d'accord que le pays n'est pas pacifié et que son intérêt n'est pas forcément d'avoir le pouvoir. Et on connaît très bien que le rôle ou bien l'objectif principal d'un parti d'opposition, c'est quoi? C'est d'accéder au pouvoir. Et celui qui est au pouvoir, c'est de s'y maintenir. Oui. Bon, maintenant, si vous estimez vraiment que il fallait automatiquement pacifier le pays, mais je crois quand même que c'était mieux de dire que vous ne partez pas aux élections. Et vous le dites parce que vous ne faites pas de la politique. Je vais vous expliquer pourquoi. Oui. En tant qu'homme politique, vous savez, nous, on était candidats au sénatorial ici. On nous a reproché. Pourquoi vous y allez alors que vous n'avez que 2 conseillers? Moi, je suis conseiller municipal à Douala 2e. Quand je dis que la vocation d'un homme politique, c'est d'aller aux élections. Vous comprenez? C'est comme un joueur de football qui ne va pas au stade. C'est-à-dire, on vous programme un match, vous dites que comme l'arbitre là est sympathisant de l'autre club, je n'y vais pas. Une formation politique a vocation à participer à toutes les élections. Vous savez pourquoi? Parce que, quand vous êtes candidat aux élections, vous avez une plateforme pour vous exprimer. Ceux qui ont boycotté les élections, est-ce qu'on peut les inviter à DBS? Est-ce qu'ils peuvent passer leur message? Et vous connaissez le système en place. Ils vont tout faire pour ne pas leur donner la possibilité de s'exprimer. Je ne sais pas si vous comprenez. Moi, je vous comprends. Donc c'est pour ça que nous disons que un pays, on ne peut pas tromper le peuple tout le temps. On peut tromper une partie du peuple tout le temps. Et un pays ne s'arrête pas avec un chef d'État, avec un système. Les gens passent, les systèmes passent, mais les pays restent. Vous comprenez? C'est pour cela que nous serons toujours présents. Nous allons toujours dire ce que nous pensons. D'accord. Voilà, je vais revenir à vous, Monseigneur. Est-ce qu'on ne craint pas que ce soit l'intolérance et l'injustice qui peuvent, n'est-ce pas, être déclenchés, il faut le dire, peut-être des mouvements d'humeur au lendemain de l'élection présidentielle? L'intolérance et l'injustice, c'est des mots-clés pour la paix. L'intolérance venant de qui? Des différents partis d'opposition, différents partis politiques d'opposition. Moi, je pense que le Cameroun, c'est un pays de droit. Et je pense que, pour moi, je pense que le Cameroun va bien. C'est-à-dire, en tant que prélat, j'estime que la forme politique du Cameroun doit encore s'étendre et essayer d'appréhender ce qui est meilleur. Ce qui est meilleur aujourd'hui, c'est que le Camerounais ait un chef d'État qui va diriger, qui va commander, qui va faire les dernières signatures, comme le président Paul Biya est là. C'est-à-dire, une masse camerounaise ne maîtrise pas ce qu'on appelle la politique, mais ils en parlent. C'est ça le véritable problème. C'est-à-dire, la politique est d'abord enseignée à une certaine classe. Elle n'est pas enseignée à bas échelle. C'est-à-dire, tout le monde ne peut pas parler politique au Cameroun. Bon, mais maintenant, il y a même là-dedans où il y a des candidats qui ne sont pas des politiciens, mais qui sont aussi des chercheurs de vie qui viennent parce qu'ils voudraient recevoir quoi que ce soit, mais qui sont dans les partis politiques. De se positionner. Qui sont dans les partis politiques. Alors, je pense qu'un pays normal, un pays qui vit normalement, donne la possibilité à tout le monde de pouvoir chercher
de pouvoir chercher son gain. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas parler de l'intolérance ou bien vous avez parlé quoi? De l'injustice aussi. De l'injustice. Peut-être à la fin, je veux dire, peut-être à la fin du scrutin, il y a les résultats qui sont donnés. Est-ce que ceux qui vont paître, au regard de ce qui se passe, ils vont se dire non, vraiment il y a eu injustice, il y a eu fraude et tout. Est-ce que c'est pas ça qu'on peut craindre? Vous savez, c'est ce qui existe aujourd'hui, même à l'école. Et même la manière de former les jeunes aujourd'hui, c'est-à-dire quand le jeune échoue, il dit toujours parce que le professeur ne m'aime pas. Vous voyez? Voilà, il y a toujours les prétextes. Il y a toujours les prétextes. Moi, je pense que les élections vont très très bien se passer. Et puis, le vainqueur, c'est là, et tout le monde saura que c'est lui, c'est ce vainqueur qui a fait quoi? Qui a gagné. Et il y aura des brebis galeuses qui viendront dire non, il y a eu ceci, il y a eu cela. Vous voyez déjà qu'on vous prépare là, parce qu'on vous dit déjà que... mais c'est pour cela que je dis, c'est comme ça, c'est le système. C'est ça, c'est une guerre médiatique. C'est pour commencer déjà à dire à préparer pour essayer de... Vous savez, il y a des gens qui n'aiment pas le pays. Quand on aime son pays, on ne peut pas... Même les messages véhiculés par les journalistes ne devraient pas... On dit que le Cameroun, c'est un pays compliqué. Ailleurs, tu ne peux pas véhiculer un message comme ça à l'approche d'une élection. Ça c'est provoquer déjà un désordre. Mais déjà, en tant qu'homme de Dieu, moi, je vais dire qu'il n'y aura pas de désordre. D'accord. Il n'y aura pas. Alors, Bonaventure Até, vous avez les informations de ce qui se passe sur le terrain aujourd'hui. Quoi de neuf en attendant que nos correspondants puissent les avoir, comme c'est très souvent le cas. Alors, qu'est-ce qu'il y a de neuf sur le terrain aujourd'hui? Mukuri, what is making news in social media and all the platforms of the various political candidates is we begin with the CPDM, where everybody is still trying to confirm will Paul Biya visit Boya, will he not, because yesterday, as you said... C'était prévu pour hier, on a renvoyé au 5 octobre, on espère que, le décor se plante. Everybody is just waiting for him to break the silence. The SDF has been in Deya, and then from Deya, they'll go to Kribi, that is the team of Joshua O.C. Then we have Akere Muna of the PDF and the Now Movement, who have been in the north and Ngong précisément. In Ngong, yes. C'est dans la région du Nord. That is it. Then you have Serge Espoir Matomba, who has equally been in Garwa and other subdivisions in the Benue. Then the Cabral Libi of Univer is equally in the far north region, and tomorrow he is going to have a grand meeting at Cité Sikam Stadium in Rumde Aja, in that part of the region. We have the NCMC that is equally in the Adamawa region, precisely in Bay subdivision, and we have Maurice Kamto of the CRM, who was in Chang today, and the ADD of Garga Aman Aji, who is equally in the northern regions, in all the nooks and crannies, trying to woo potential voters. That is, mais vous avez oublié l'UDC, je vois sur vos notes là que l'UDC. No, parce qu'il était là sur I wanted to end with that. Ah, d'accord, vous voulez I've not forgotten the Cameroon Democratic Union, which had a meeting at... On va d'ailleurs voir les images de ce meeting tout à l'heure sur notre écran. Allez-y. Yeah, the streets of Besenge, precisely at a place called Total, was full of party militants and supporters who came. Que tu étais sur le terrain. Comment tu as vu ce meeting? N'ayez pas peur, hein, monsieur Haïti. No, of course I was in the field, and the vice president was there. Cyril Sambaka. Sambaka was there. He gave voilà les images d'ailleurs là. Why Cameroonians should... Arrangez-nous un peu l'écran là pour qu'on puisse également... voilà, merci. Ok, merci bien. Sambaka was there. He gave several reasons why Cameroonians should choose the yellow ballot in favor of the CDU president, Dr. Adamu Ndam Joya. And from there, they left to Douala 2, precisely at Kate Bamileke, where the meeting continued, and which pulled a lot of crowd equally. Alors, satisfait après ce meeting, M. Aïdio? Bon, il faut dire que c'était, en fait, quand on parle de meeting, c'était une parade publique parce que depuis que nous avons déposé notre candidature, nous avons commencé à travailler dans le cadre des activités de proximité. Dans un premier temps,
il a fallu recycler nos responsables dans les commissions locales de vote, parce que généralement, par expérience, nous savons que lorsque la campagne proprement dite est lancée, on oublie ce volet-là, ou du moins on n'a plus le temps de s'occuper de ce volet. Pourtant, c'est ça qui est parmi les activités les plus importantes, parce qu'elle concerne la protection des suffrages dans les bureaux de vote. Donc, il a fallu recycler, parce que nous avons un organe qui existe déjà en interne, mais il fallait simplement renouveler, réveiller leurs instincts, leurs instincts classiques par un recyclage. On l'a fait. Et puis, d'abord, on a formé les formateurs. Ils sont descendus dans les 10 régions. Après donc cela, il a été question d'expliquer d'abord aux militants de l'UDC les enjeux de cette élection. Et je dois vous dire, ce n'est un secret pour personne. Nous nous sommes dit à l'UDC, compte tenu du contexte, ça ne sert à rien de dépenser des milliards. Non, pour pouvoir... Ça, je vous le dis. Non, je vous le dis parce que pour nous, comme j'ai dit, l'enjeu est au-delà du 7 octobre. Okay. Et vous savez que une fois que le Cameroun, parce que c'est le passage obligé, nous sommes obligés. Et là, je vais faire une petite digression pour marquer pas mon désaccord par rapport à ce que Monseigneur a dit tout à l'heure en disant que les élections vont se passer très bien. Je crois que Monseigneur, il faut relativiser. Parce que dire que les élections vont se passer très bien, j'ai l'impression que vous ne parlez pas du Cameroun. Parce que nous savons très bien que s'il y a un problème au Cameroun, c'est le dispositif législatif en matière d'organisation des élections. Est-ce qu'on n'a pas déjà traversé cette étape? Non, on n'a pas traversé cette étape. Parce qu'il fallait... Non, je veux vous dire non, parce que le code électoral n'est pas consensuel. Le code électoral, comme on mais on a accepté de jouer le jeu jusqu'ici. Encore une fois, nous disons, vous savez, il y a des gens qui ont fait 40 ans d'opposition pour accéder au pouvoir. Abdoulaye Wadela, c'est un exemple. En Afrique, je ne parle pas d'ailleurs. Oui, bien sûr. C'est pour cela que nous disons que nous sommes là. Nous allons participer et nous allons toujours décrier. Et vous savez, voilà maintenant les élections de 2018 qui se passent dans un contexte différent de 2011. Parce qu'entre-temps, les mutations sociales sont irréversibles. Et la jeunesse d'aujourd'hui qui s'implique de plus en plus dans la politique, ça nous fait plaisir. Parce que nous, on était jeunes en 91. Mais entre 91 et 2018-2011, la jeunesse a été coupée. La jeunesse a été coupée. On a tout fait pour qu'ils ne s'intéressent pas à la politique. Mais maintenant, les jeunes sont impliqués. Ça nous fait plaisir. Et il y a maintenant l'apparition des nouveaux canaux de communication comme les réseaux sociaux et tout cela. Ça fait que tout le monde sait ce qui se passe ailleurs. Donc, le pouvoir est confronté maintenant non plus seulement aux exigences de l'opposition, mais aux exigences du peuple. Parce qu'en fait, c'est le peuple qui est souverain et c'est le peuple qui a le vrai pouvoir. Dans aucun pays du monde, vous n'allez voir un homme politique ou un parti politique qui porte quelqu'un au pouvoir. C'est le peuple qui décide, qui dit que tel leader, nous allons le porter au pouvoir. On a même vu des gens qui ont gagné les élections dans des pays sans appartenir, sans avoir une formation politique, sans avoir une machine politique, où les gens disent que celui-ci, nous, on va le mettre au pouvoir. Et le peuple, parce que tout le monde est électeur, même s'ils ne sont pas partisans. Et ils sont plus nombreux. Nous, on les appelle la majorité silencieuse. Donc, pour dire à Monseigneur que les élections ne vont pas se passer très bien, parce qu'on sait comment ça va se passer. Et on sait que toutes les dispositions, quand vous voyez l'appareillage, le dispositif électoral, c'est miné, c'est pipé, les dés sont pipés. Mais nous disons que nous sommes là et nous allons toujours dénoncer et le système va passer et le Cameroun va continuer. Mais dites-nous alors qui sera président? Qui sera président? C'est le peuple qui va décider. Non, mais moi, je vous répète encore que même avec la fraude, je prends l'exemple de l'UDC dans la ville de Fumban. Je prends toujours cet exemple. Dans la ville de Fumban, en 1997, si vous savez ce qui s'est passé, les populations ont dit aux policiers, parce que le directeur de campagne du candidat du RDPC était le patron de la police. Et vous savez qui était tête de liste du RDPC? Les populations ont dit, nous avons voté, nous protégeons nos votes.
J'étais témoin. Et vous êtes témoin. J'étais témoin. On a tout fait. Les populations ont dit non. Vous allez nous... À Fouban ce jour-là. Mais bien sûr. J'étais Donc témoin. c'est les populations qui décident. Vous croyez que les militants avaient quel pouvoir? Et de plus en plus, c'est ce que nous disons aux populations, que lorsque vous allez voter, protégez votre vote. Ne votez pas pour aller dormir à la maison. D'accord. Une réaction de Christian. Oui, moi je peux comprendre l'inquiétude de monsieur Aïdio. Il dit très bien que les élections ne vont pas bien se passer, alors que Monseigneur est optimiste. Bon, je peux aussi comprendre dans le sens que si on regarde le mécanisme, le code électoral, même si on peut dire qu'on a déjà franchi cette étape, qui n'est pas tellement en faveur de l'opposition, parce que normalement, si on veut vraiment les élections crédibles, il fallait faire asseoir les différents partis prenantes pour essayer de trouver un consensus, ce qui pouvait arranger tous les candidats, toutes les parties prenantes. Bon, mais maintenant, il y a d'autres frustrations. Parce que lorsque vous avez, par exemple, dans la presse écrite, depuis ce dernier temps, je suis vraiment de très près les campagnes. Vous voyez, par exemple, qu'il y a certaines chaînes de télévision, n'est-ce pas, qui montraient en direct les meetings de certaines parties. Mais alors qu'on a très bien dit que quoi... Bon, c'est payant, il faut le dire. Bon, ça c'est bien. Mais déjà, en dehors de ça, quand même, lorsqu'on regarde vraiment des gens, les responsables de ces chaînes. Et ils affichent clairement leur position. Oui, et les relations qu'ils peuvent avoir avec ces partis, ça prête vraiment confusion. Et même lorsqu'on regarde le chef de l'État, le candidat du régime, qui est en même temps le chef de l'État. Il est bien vrai, c'est un peu difficile de dissocier la casquette du chef de l'État et la casquette du candidat. Et parce que si on regarde, par exemple, on se rend compte que lorsqu'il y a le meeting, par exemple, du régime, on voit toutes les autorités administratives qui sont là, le gouverneur, le préfet, les ministres, ainsi de suite. Oui, ça peut être vraiment à confusion. Mais par contre, lorsqu'on voit un parti d'opposition, on ne voit plus tous ces gens-là. Et lorsque j'ai regardé également les images de tout à l'heure, parce que le monsieur Aïdio a parlé de la campagne de proximité. Oui, moi je peux comprendre. Chaque parti politique a sa stratégie pour gagner son électorat. Mais est-ce une bonne méthode? Parce qu'aujourd'hui, on prend les motos tassimènes. Les motos tassimènes qui sont aujourd'hui devenus les très très grands partisans. Mais parce que je discutais dernièrement avec ces gens en disant que bon, est-ce que tu es même d'abord, est-ce que tu as une carte d'électeur? Ils sont nombreux qui te disent que non. D'autres même qui vous disent que moi je vote, moi je supporte tous les partis. Et dit qu'aujourd'hui, il aborde les effigies de tel parti, demain c'est autre parti. Donc il y a autre chose. Mais maintenant, si je reviens à ce qui concerne la paix, la crédibilité des élections, les résultats, et moi je peux aussi dire à l'opposition qu'il est bien vrai, les conditions, même si l'opposition n'est pas satisfaite des conditions, mais maintenant, dès lors qu'on a accepté, n'est-ce pas, de prendre part à un match, on doit également, ça veut dire qu'on a également accepté toutes les conditions. Ça veut dire que, tel qu'en soit les résultats des urnes, on devait être capable d'assumer. Et vous savez très bien, ça a toujours été un problème dans tous les pays du tiers-monde. Même si les élections sont bien organisées n'importe comment, l'opposition a toujours tendance à crier. Yes. Oui. Now, do you think these political parties, are they educating their partisans? Are they giving enough education to make their partisans understand, as you put it in a sports-like way, that partisans, are they preparing them psychologically to be able to accept defeat, or maybe look for some other means of contesting elections without necessarily going for violence? Yes. Do you think these parties Est-ce que vous pensez en principe que les partis politiques, en fait, ont préparé leurs électeurs à soit une éventuelle victoire, soit une éventuelle défaite, pour éviter tout soulèvement à l'issue du scrutin ou alors au lendemain de la proclamation des résultats? Bon, moi je crois quand même que c'est difficile. C'est vraiment difficile dans ce sens que... Bon, il y a certains partis qui ont de bonnes écoles. Hein. Ce n'est pas parce qu'il est là, l'UDC a quand même des gens... C'est difficile parce que moi, je sais quand même Est-ce qu'ils ont suffisamment sensibilisé les gens? Non, lorsque je vois qu'en jusqu'à présent, je ne vois pas un parti qui ouvertement
a déclaré la guerre, ou bien qui est en train de dire qu'on ne va pas accepter les résultats, ou bien qui appelle non, à parce la que violence. C'est maintenant le peuple. Hein. À la violence. C'est au peuple. Si le peuple est suffisamment the sensibilisé, behave according to... Oui, mais bien sûr, c'est pour ça quelle que que je soit dis... l'issue du scrutin, qu'il sache que la paix d'abord. Oui, c'est pour ça que normalement, les différents partis politiques dans les campagnes, ils devraient normalement sensibiliser, dire à leurs sympathisants et à leurs potentiels électeurs que, tel qu'en soient les résultats des urnes, nous devons rester unis et d'abord mettre en avant la paix sociale. Ok. Je m'en vais vers Monseigneur. Monseigneur, je voudrais vous demander, est-ce que, parce que quand je regarde la foule devant Kamto, que ce soit, je crois ici à Douala, je vois Bafoussam, du monde, un monde fou, Tchang également, que j'ai vu. Je me demande, peut-être ça peut être une illusion, hein, est-ce qu'on pourra dire à ces gens-là, non? Parce que les Camerounais commencent à se dire que plus il y a foule, ça veut dire que lui, il a de fortes chances d'être vainqueur. Est-ce que vous, lorsque vous prêchez le dimanche, vous rappelez à ces hommes, aux chrétiens, à tout le monde, que, attention, quand vous allez, est-ce que vous faites la promotion de la paix même dans les églises maintenant? Parce que c'est très important. Leur rappeler cela. Vous savez que le rôle de l'Église, c'est de prôner pour la paix. Une Église qui ne parle pas de paix n'est pas une Église. Car Christ est venu pour nous soulager d'une manière ou d'une autre de notre fardeau. Mais en ce qui concerne l'aspect politique, vous savez, beaucoup de personnes ont leur gain à gagner. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui n'ont pas parfois de vêtements, mais qui se trouvent qu'on leur donne un tricot et ils sont contents. Voilà, vous allez voir qu'on va prendre une masse de benséquinaires, des jeunes qui souffrent sous le soleil, sous la pluie, qui se battent pour survivre et payer leur loyer. Et quand on les prend, on les donne 2 000, 3 000, 5 000. Comment ils ne seront pas là? Alors ils seront là pour faire une masse, pour recevoir ce qu'ils vont recevoir. Et déjà, savons qu'il y a eu combien de cartes, il y a eu combien d'inscrits. On a eu 6 millions. Seulement 6 millions d'inscrits dans les listes électorales. Le Nord, 3 millions, et le reste du Cameroun, 3 millions. C'est-à-dire, pensez-vous que tous ces jeunes qui sont là, ils vont voter? Non. Quel pourcentage pour la jeunesse? Quel pourcentage pour la jeunesse? Aucun pourcentage. Ça veut dire, la jeunesse tombe dans le piège de la politique. C'est-à-dire, on veut les instrumentaliser, les utiliser d'une façon ou d'une autre pour qu'ils entrent dans le système. Mais je me réjouis aujourd'hui qu'il y a des jeunes qui sont parmi les candidats. Ça prouve que dans les années à venir, il y aura encore plus de jeunes conscients pour essayer de comprendre qu'il faut s'inscrire dans les listes électorales pour pouvoir voter et essayer de penser positivement pour un Cameroun meilleur. Pour un Cameroun meilleur. L'Église fait son travail, mais ce travail devrait être fait dans les maisons. C'est-à-dire dans les familles. Qu'on commence déjà à dire aux Camerounais, moi je le redis encore, mon frère, que ces élections vont se passer très bien. Le bruit est en train de se faire. Chacun parle comme il parle, mais après les élections, le Camerounais va se calmer parce que le Camerounais a le sens de se calmer. Le Camerounais sait ce qui est bon et ce qui est mauvais. Le Camerounais n'a pas besoin du désordre dans ce pays parce que nous avons déjà trop de problèmes comme ça pour que demain, on commence encore à se tirailler. S'il devrait avoir le désordre, c'est que le désordre est déjà là entre le Cameroun francophone et le Cameroun anglophone. Mais aujourd'hui, on a essayé d'instrumentaliser d'autres. Quand il y a eu le problème de la statuette à Bonapriso, on a pensé que les Bassa devaient se lever. Non, le Bassa est resté de son côté. C'est-à-dire qu'il y a une conscience qui existe dans la moralité des Camerounais. Il y aura d'autres Camerounais qui vont essayer de réveiller un instinct désagréable, mais cet instinct ne va pas se réveiller parce que nous sommes tous des croyants. Quand je parle de croyants, pas seulement chrétiens. Chez les musulmans, on prie. Chez les chrétiens, on prie. Le Cameroun, c'est un pays de paix. Et nous n'allons pas accepter qu'on vienne, je le disais encore, parce que moi, je vais vous dire ici, avant-hier, j'ai reçu un appel anonyme. C'est-à-dire, on dit non, on m'a appelé depuis la France, avec un numéro inconnu. Vous êtes un leader d'opinion au Cameroun? C'est vous, monseigneur? J'ai dit oui. Vous êtes un leader d'opinion, on vous voit, vous faites des émissions, on vous voit partout, et tout. Dites-nous un peu, que pensez-vous de la situation actuelle du Cameroun? Alors j'ai directement riposté, j'ai dit, premièrement, je suis apolitique. Et maintenant, qui est-ce qui vous a donné l'ordre d'utiliser mon numéro pour m'appeler
et me poser ce genre de questions. Ça voudrait dire que moi, je vais tout simplement dire qu'il y a certaines personnes qui sont derrière la scène, qui voudraient provoquer... Qui tirent les ficelles. Voilà, qui voudraient provoquer, et ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver. Donc, en disant que les élections vont très très bien se passer, je sais sur quoi je compte. D'accord. Je sais sur quoi je compte. Monsieur Idio. Oui. Oui. En fait, quand je parlais de... Quand j'ai dit qu'il faut relativiser, je faisais la différence parce qu'il y a une nuance entre les élections vont bien se passer. Non, les élections vont se passer très bien en parlant de l'organisation, pas de la réaction des populations. Il faut bien me comprendre. Parce que je dis qu'au Cameroun, jusqu'à présent, l'organisation des élections est biaisée. Parce que les dés sont pipés, tout simplement parce que le code électoral... Sur ce plan-là, tout le monde est d'accord. Maintenant, s'agissant des réactions des uns et des autres, ce que je peux vous dire, c'est que le président de l'UDC est un apôtre de la paix. Il n'a fait que travailler pour la paix durant les 30 dernières années. Et c'est pour ça que quand vous voyez ce programme, c'est l'arbre de la paix qui est derrière lui. Vous comprenez? Je vous cite 2 petits exemples. En Centrafrique, au fort de la crise, quand il n'y avait plus d'institutions en Centrafrique, il n'y avait que la commune de Bangui qui fonctionnait. Et le maire s'appelait Madame Catherine Samba Panza. C'est le président national de l'UDC que l'Union européenne a mandaté pour aller évaluer la situation en Centrafrique et proposer une solution de sortie de crise dans le cadre de l'AIMF, l'Association internationale des maires francophones, parce qu'il est maire. Et il est membre exécutif de cette association. Et je le dis d'autorité. Ils ont une antenne à Yaoundé. Lorsqu'il est allé là-bas, je vous dis qu'il n'y avait aucune institution. Les gens étaient dans la forêt. Il n'y avait que la mairie qui fonctionnait comme une institution où les gens vont au travail, ils reviennent normalement. Le maire s'appelait Catherine Sampanza. Il a fait 11 jours. Et c'est à l'issue des travaux qu'il a fait avec Mme Catherine Sampanza que l'Union européenne a pu amorcer la sortie de crise. Et vous avez vu que le gouvernement de transition qui a été mis en place pour pacifier la Centrafrique et organiser les élections, c'est Mme Catherine Samba Panza qui était ministre, qui était présidente par intérim. Elle a organisé les élections sans se porter candidat parce que c'est ça qui était dans le cahier de charge. Et une fois qu'elle a organisé les élections, on lui a demandé de revenir, d'avoir une... Elle a dit non. Par rapport à mon cahier de charge, voilà, c'était pour pacifier. Elle a dû donner son fils ou sa fille, je ne sais plus, qu'on a nommé ambassadeur ou ambassadrice. Vous comprenez? En Afrique du Sud, lorsque Mandela devait sortir de prison, les gens voyaient seulement les problèmes entre les Noirs et les Boers et les Blancs d'Afrique du Sud. Mais il y avait un autre problème entre les communautés noires, c'est-à-dire les Zoulous, les Sosa, qui était la tribu majoritaire, qui est la tribu de Mandela, et les Zoulous et d'autres tribus là, qui se vouaient une haine viscérale. Viscérale, tout à fait. Et du coup, les Blancs ont commencé à les instrumentaliser pour les diviser et continuer, parce qu'ils savaient, ils voyaient de part et d'autre les pressions qui arrivaient, qu'à la sortie de Nelson Mandela, il devait avoir la démocratie. Et le seul moyen pour les Blancs de se pérenniser au pouvoir, c'était de diviser les Noirs. Et c'est le docteur Adamou Ndamdioua, encore une fois, dans le cadre de la World Conference of Religion for Peace, la WCRP, dont il est l'un des coprésidents. C'est dans ce cadre-là qu'il a rassemblé tous les leader communautaire d'Afrique du Sud en Allemagne. Parce qu'à l'époque, il était difficile, il était presque impossible d'aller en Afrique du Sud. Et beaucoup de leaders vivaient en exil. Les Oliver Tambo, les Walter Sisulu, les Tambo Beki, les Myriam Makeba, les Boutelesi, le chef Zoulou. Ils se sont retrouvés en Allemagne. Et le docteur Adamou Ndamdioua, autour de la table, il leur a dit, le véritable ennemi, c'est les Blancs, c'est pas vous, entre vous. Donc faites tout pour mettre de côté ce qui vous divise. Et unissez-vous autour de ce qui vous unit, c'est-à-dire la peau là. Sinon, les Blancs vont encore faire plus de 200 ans à vous coloniser parce que cette fois-là, personne ne va leur en vouloir. Il y aura la démocratie, mais il vous aura instrumentalisé. Je vous assure qu'un Zoulou haïssait un Sosa plus qu'un Blanc. Et c'est comme ça qu'il a pu les réconcilier. Il a pu les réconcilier. Et une fois que Mandela est sorti de prison, on a organisé les élections. On a dit one man, one vote. Ils ont gagné. Le premier gouvernement de Mandela, beaucoup de gens le savent, parce que c'était un gouvernement d'union. Absolument. Et le chef Zoulou a occupé le poste de ministre d'État chargé de l'Intérieur. À l'extrême nord, ici chez nous, lorsque les communautés, vous avez appris pendant longtemps que les Arabes Choua, avec les chrétiens et tout ça, les musulmans, les montagnards, il y avait des affrontements
entre les communautés, et pas contre Boko Haram. J'ai dit d'abord entre nous, les populations, qui est très cosmopolite à l'extrême nord. Le docteur Adamou Damdjoya, dans le cadre de ce qu'on appelle l'ACADI, l'Association camerounaise du dialogue interreligieux, dont le président exécutif s'appelle Monseigneur Adalbert Nzana pour le Cameroun. Le docteur Adamou Damdjoya est dans le bureau exécutif international. Il est allé à l'extrême nord, dans le cadre de l'ACADI. Il a mis en place le bureau régional de l'extrême nord. Moi, je faisais partie de la délégation. Et quand je le dis comme ça, Monseigneur Ateba, qui est l'évêque du diocèse de Maroua Moukolo, me suit. L'imam de Maroua me suit. Le pasteur Hetek de l'église protestante, qui préside aux destinées de l'Acadie pour la région de l'extrême nord, il me suit. Ils sont donc retrouvés autour d'un bureau avec Monseigneur émérite, l'évêque émérite de Maroua Moukolo, qui s'appelle Monseigneur Steven. Vous comprenez? L'abbé Ndamba qui enseigne au séminaire Saint-Raymond de Maroua. Ils sont retrouvés et le siège de l'Acadie pour l'extrême nord se trouve derrière la résidence du ministre Sali Daïrou. Et ça n'a pas suffi d'avoir un siège. On a créé une bibliothèque à l'intérieur où vous avez d'un côté la documentation pour la religion islamique, d'un autre côté la documentation pour la religion catholique, d'un autre côté, dans un autre coin, la documentation pour l'église protestante. Et ils se retrouvent, pas l'écuménisme, ils se retrouvent tout le temps entre eux pour pouvoir débattre des problématiques d'intérêt national, c'est-à-dire la paix, le travail, l'emploi des jeunes, la sécurité, entre eux, et chacun apporte son approche à partir de sa croyance religieuse. Donc, pour l'UDC, on n'a fait que la paix. Nous sommes contre toute forme de violence. Ce n'est pas possible. Parce que pour nous, la persuasion vaut mieux que la dissuasion. Vous comprenez? Donc, l'UDC ne sera jamais partie prenante de la violence. Et vous connaissez le rôle que le docteur Adamou Damdjoya a joué lors des accords de la tripartite en 91. Là, ça s'est développé comme ça, des faits, n'est-ce pas, réalisés par le docteur Adamou Damdjoya sur le terrain pour préserver la paix. On espère qu'il va apparaître d'ici le 6 octobre, n'est-ce pas, peut-être du très grand meeting. Si vous permettez, l'enseignant a dit quelque chose. Non, en parlant des meetings. Oui. En parlant des meetings, je voulais le rassurer pour lui dire que à l'UDC, la politique spectacle, pour nous, la politique est une course de fond. Ce n'est pas une course de vitesse. Je vous ai dit qu'il y a des gens qui ont fait l'opposition pendant 40 ans. Parce que pour nous, la politique, la vocation de l'homme politique, c'est de rendre les citoyens heureux et vertueux. Les Ben Skinner que vous avez vus aujourd'hui, il y en avait 320. 50 étaient des militants qui venaient de Bonabéry. Vous comprenez? 100 étaient des militants, 100 ou 160, je n'ai plus le chiffre en tête. C'était les militants de Douala 1er, Vouri 1. Et le reste, c'était les militants de Vouri 2. Parce que c'était une activité qui rassemblait les militants de tous ces 3 arrondissements. C'est vendredi que nous allons faire, je crois, Douala 3e. Ça dépend du président Sambaka, je ne l'ai pas eu tout à l'heure. Donc ces militants que vous voyez avec les t-shirts, ce sont nos militants. Ce ne sont pas les gens qu'on a pris comme ça. Chacun a eu 1000 francs de carburant, je vous le dis. Ce sont nos militants qui sont inscrits. Vous comprenez? D'accord. La consolidation donc, de la paix était jusqu'ici le leitmotiv du régime de Paul Biya et de tout son gouvernement. Est-ce qu'ils peuvent encore se prévaloir du fait que la paix reste leur point fort? Non, c'est dit aujourd'hui. Ou alors ils se disent qu'après l'élection du 7 octobre prochain, non, dit aujourd'hui on va remettre tout, ramener tout dans l'autre. Non, dit aujourd'hui que la paix demeure le point fort. Demeurait jusqu'ici, parce que avant que la crise dans les régions du nord-ouest et sud-ouest, c'est même Boko Haram, nous ne l'oublions pas. Oui, aujourd'hui, tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que la paix au Cameroun est hypothéquée. Parce que avant, dans la zone CEMAC, lorsqu'on parlait d'un pays stable. La stabilité, c'était le Cameroun. Et on sait très bien que pour le développement d'un pays, la condition sine qua non, c'est la paix, la stabilité. Parce que s'il n'y a pas de paix, on ne peut rien faire. Ça veut dire que la situation dans laquelle le Cameroun se retrouve aujourd'hui fait en sorte que même les bailleurs de fonds ou bien les investisseurs ne peuvent pas facilement investir au Cameroun. Parce que qu'est-ce qui garantit forcément les investissements? Parce que, bon, moi, je connais les gens qui hier étaient des hommes d'affaires, des commerçants qui faisaient la ligne. Je ne sais pas quoi, le Cameroun avec les pays limitrophes. Mais aujourd'hui, avec le phénomène de coupure de route, l'insécurité, le Boko Haram, le Sélék de l'autre côté, cela n'est plus un gage pour la paix au Cameroun. Mais je crois quand même que notre régime actuel gagnerait vraiment en appelant tous les acteurs politiques et s'asseoir
et essayer de discuter au lendemain du scrutin. Quels sont les mécanismes qu'on peut essayer de mettre en place sans toutefois oublier. Aujourd'hui, le Cameroun est pratiquement divisé. Hein. On peut dire qu'aujourd'hui, le pays est divisé, si je peux dire en deux, parce que de l'autre côté, nous avons les deux provinces anglophones qui sont totalement, je peux dire, coupées du reste du pays. Coupées du reste du pays. Oui. Alors, Monseigneur, est-ce que quand vous regardez votre regard d'homme d'église, c'est vrai, vous êtes un peu à marge des réalités politiques, mais quand vous regardez, vous vous dites, le nord-ouest et le sud-ouest, là, leurs effets peuvent avoir un impact sur la présidentielle, sur le plan pacifique, hein, au niveau de la paix. Est-ce que ça peut avoir un impact au lendemain du scrutin? Oui, je pense que oui. Pourquoi? Parce que c'est des frères qui, aujourd'hui, n'ont pas accepté la réconciliation. Parce que je pense qu'on a tout fait pour qu'ils s'intéressent à la réconciliation. Ils n'ont pas voulu. Ils ont décidé de prendre leur côté. Mais je voudrais dire que ce sont des frères. Ce sont des frères et chaque Camerounais a mal de voir le nord-ouest et le sud-ouest être dans la désolation totale. Et puis, c'est une zone qui autant nous attirait quand on voulait se désaltérer, aller à Limbé. Et puis, il y a ce mal qui existe aujourd'hui. On ne peut plus le faire facilement. Moi, je pense que quand j'avais souvent 2 semaines à prendre pour pouvoir me reposer, je partais à Limbé. Et j'y restais pendant ces 2 semaines et je revenais avec une nouvelle énergie. Voilà. Et c'était des frères qui étaient accueillants. Personne ne pouvait imaginer que ce qui arrive aujourd'hui pouvait arriver. Mais vous savez, chaque vie passe par les terreurs et finit par retrouver place. Si Dieu a décidé que ça devrait se passer comme ça pour le Cameroun, ça va se passer comme ça et après les choses vont redevenir à la norme. Nous ne pouvons accuser personne. D'autres disent que c'est son excellence Paul Biya qui est la cause. D'autres disent que c'est la mauvaise gouvernance du pays qui est la cause. Mais je le disais encore quelque part dans une chaîne de télévision dernièrement, je disais que même si tous ces candidats que vous voyez là, chaque candidat qui ira là, et d'ailleurs, même si Paul Biya aujourd'hui continue à être président pour prendre le septennat, je pense que ça sera le dernier. Après lui, il y aura un nouveau président. Vous allez voir que beaucoup de choses ne vont pas changer. C'est-à-dire, chacun va prendre la place et chacun va bien s'asseoir pour pouvoir nettoyer son entourage et commencer à faire ce qu'il veut. La crise anglophone est une crise de gain. Et tout le monde le sait. Et aujourd'hui, on a besoin d'un président qui frappe la main sur la table, qui dit non à cela. Les politiques sont il y a des gens qui disent, moi, si je deviens président, ce que je vais faire, c'est ceci. Moi, je pense que le rôle du gouvernement aujourd'hui, la décision prise par le gouvernement, parce que j'avais écouté le responsable de la communication, qui est le ministre Issa Chiroma, qui a su bien émettre la pensée du gouvernement par rapport à la crise anglophone. Le chef de l'État ne doit pas reculer, malgré qu'on appelle le terrorisme. Mais moi, je pense que quand on a les enfants, nos enfants devraient écouter les enseignements. Et quand un enfant devient rebelle, qu'est-ce qu'on fait de cet enfant? Do you think the carrot and the cane policy that is being used currently is yielding fruit so far by the powers that be? En français. Est-ce que vous trouvez que la politique des carottes et la canne, ça fait des impacts? La carotte et le bâton. Il y a un côté le gouvernement qui sont là qui sont pour fouetter. Pour fouetter. Pour lui, pour punir les hors-la loi. Il y a un côté. Je n'avais pas encore conclu. Je disais, vous savez, ce qui se passe, il y a eu des revendications. Il y a eu des revendications.
Je ne sais pas si vous êtes déjà parti dans la zone du centre, dans le Nyong-Ekele. Est-ce que vous savez que dans le Nyong-Ekele, il y a des gens qui vivent dans la brousse, il n'y a pas de route, il n'y a rien. Vous pensez que la pensée anglophone, si ça pénètre dans la pensée de tous les Camerounais, moi je ne sais pas, peut-être vous êtes littoral, et chacun est dans une zone. Chacun est dans une zone où, dernièrement j'ai voyagé, j'étais quelque part dans un coin du Cameroun, mais je vous dis, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Alors maintenant, est-ce qu'on peut se soulever parce qu'on fait des revendications parce qu'on fait des revendications de ce genre? Et je ne dis pas que la crise anglophone a son effet, mais je dis ceci. Le Cameroun ne va pas rester dans l'histoire. Le Cameroun doit continuer dans la paix et imposer son rythme de fonctionnement qui a été établi, pas aujourd'hui, mais qui a été établi depuis longtemps. Voilà, il nous reste, je crois, à 5 minutes. Et si oui, en 2 minutes, je dois parler de la crise anglophone. Parce que quand j'entends ce que Monseigneur a dit, je sais que ça vous fait mal. C'est un problème politique. Et vous ne pouvez pas réduire la crise anglophone. Parce qu'il faut visiter le cheminement historique. Non, on va pas en 2 minutes. On va pas le monter trop je vais loin. dire très rapidement, en 2 minutes. Je vous ai dit que si on ne comprend pas la genèse, parce qu'il a dit qu'un autre va s'installer, il ne va pas régler. Si l'UDC prend le pouvoir demain, la crise anglophone sera réglée. Et je vais vous dire pourquoi. En 2 minutes. Non, d'accord. Je dis en 2 minutes. J'ai compris une chose. Il disait tantôt que normalement, les anglophones ont le droit de réclamer. On n'a pas besoin de faire un pèlerinage sur la crise anglophone. Voilà. Mais je comprends quand même très bien que il faut que nos frères anglophones comprennent que les mêmes problèmes qu'ils ont chez eux, ce sont les mêmes problèmes que... C'est pas la même chose, justement. Donnez-moi 2 minutes. C'est pas la même chose. Donnez-moi 2 minutes. Monsieur, je vais vous dire, donnez-moi... C'est un problème politique, je vous l'ai dit. Donc, en tant qu'homme politique sur ce tableau, sur ce plateau, donnez-moi 2 minutes pour vous expliquer. Absolument. Avant 61... Mais là, vous allez... Non, en 2 minutes. Je vous dis en 2 minutes. Avant, en 2 minutes. Vous pouvez chronométrer. Avant 61, vous comprenez, il y avait 2 États, avec 2 systèmes de gestion différents. En 61, ils ont décidé de se mettre ensemble dans le cadre d'une fédération. À gauche, chez les anglo-saxons, c'était un système différent, le indirect rule. Ici, dans la zone orientale, c'était le système français. Ils se sont mis ensemble dans le cadre d'une fédération. Ça a fonctionné jusqu'en 72. En 72, il y a eu un référendum qui a mis fin à cette fédération en créant la République unie. Il y a eu des frustrations, il y a eu des protestations. Je ne discute pas par rapport à l'amplitude. Toujours est-il qu'il y a des gens qui n'étaient pas d'accord. Maintenant, ça s'est cristallisé en 84, quand Biya a pris le pouvoir. Il arrive par un décret. Non seulement il abroge la République unie, mais il revient à la République du Cameroun. C'est-à-dire qu'avant 61, vous comprenez? Et maintenant, ces frustrations accumulées, les gens sont retrouvés à la tripartite. Et c'est pour ça que nous, on parle de la décentralisation en tant que consensus. En 61, les leaders anglophones sont arrivés, les leaders francophones sont arrivés, chacun était campé sur sa position. Les anglophones voulaient qu'on rentre au fédéralisme parce qu'eux, ils ne comprenaient pas ce système de gestion. On les avait carrément francisés. Vous comprenez? Les francophones voulaient l'extrême centralisme. On a dit, bon, on coupe la poire en deux et on met en place la décentralisation. La décentralisation, le point focal étant de donner le pouvoir à la base. Vous comprenez? De donner le pouvoir à la base. Il devait avoir une tripartite 2. Maintenant, ça a été dévoyé. On est resté 8 ans. En 2004, on a sorti les premières lois de 96 à 2004. Ça fait 8 ans. Et on est en 2018. Toutes les dispositions qui étaient prévues dans la Constitution pour pouvoir implémenter la décentralisation, rien n'est fait. Je vous donne un exemple simple. Quand vous créez une communauté urbaine à Limbe, à Kumba, à Bamenda, pour pouvoir, comme une superstructure, pour commander, pour avoir un pouvoir sur les élus à la base, ces gens, they are not used to. Ce n'est pas leur système. Parce qu'eux, il y a toujours eu l'indirect rôle. Vous comprenez? Maintenant, de notre côté ici, il y a les communautés urbaines, il y a 14 communautés urbaines. Donc, il est question de rentrer dans les accords de la tripartite où tous les leaders s'étaient mis ensemble pour pouvoir prendre un système de gestion consensuel. Alors, vous de l'UDC, vous dites que si jamais, pour ramener la paix, qu'est-ce que vous, de l'UDC, comptez faire, si jamais? Mais les anglophones et les francophones s'étaient déjà entendus en 91 sur un modèle de gestion qu'on appelle la décentralisation. Parce que s'il y avait ces problèmes, vous parlez de corporations et tout ça, s'il y avait eu la véritable décentralisation telle que prévue dans les accords de la tripartite de 91, ces problèmes auraient été réglés au niveau local. Vous comprenez? Ça aurait été réglé au niveau local.
Mais la décentralisation a été dévoyée. D'accord. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission, mais je saurais pas, puisque vous êtes le seul homme politique ici, je veux me permettre de vous donner la parole, hein, en dernier lieu, pour conclure, bien évidemment. Nous concluons en disant aux Camerounais que ce pays a amorcé un tournant irréversible. Rien ne peut plus se passer comme avant. Chaque citoyen doit comprendre que le vote est un droit et un devoir. Donc en même temps un droit et un devoir. Que les gens ne restent pas chez eux. Parce que si tu ne fais pas la politique, elle va te faire. Et le véritable pouvoir, c'est le peuple qui est souverain. Les hommes politiques ne sont que les acteurs qui viennent solliciter les suffrages des populations. Les hommes politiques en tant que tels n'ont aucun pouvoir, sinon celui que les populations leur ont conféré. Donc il est question de sortir massivement le 7 octobre. Mais regardez entre les candidats, encore une fois, dans le contexte actuel, l'enjeu du Cameroun, c'est la pacification du Cameroun. Si la crise continue, quel que soit le programme politique que vous avez, quel que soit le programme économique que vous avez, vous ne pouvez pas l'implémenter. Rien ne peut être implémenté dans un contexte de guerre. Donc il est question de voir parmi les candidats, puisque le candidat au pouvoir est déjà disqualifié, il faut voir parmi les autres candidats, celui qui a le profil idoine pour pouvoir ramener le Cameroun à la paix. Et ça se décline non seulement en proposition, mais en termes d'expérience, de ce que les leaders ont déjà fait. Et ça, le docteur Adamou Damdjoya en a plein comme expérience. Merci infiniment, monsieur Aïdjo. Merci également à vous, André-Jules Liban. Vous êtes de la Fraternité Saint-Benoît. Merci également à vous, Christian Eyoum, également à Bonaventure Athé. Merci de votre présence sur ce plateau. Et j'espère vous avoir d'ici, peut-être après le 7 octobre, il y aura certainement des émissions qui nous permettront de nous retrouver pour parler, pourquoi pas de paix et d'autres sujets relatifs, n'est-ce pas, à l'actualité du Cameroun. Mesdames, messieurs, passez une très très bonne soirée et au plaisir.